je suis très très confus, je retarde le moment du repas et, et c'est la personne la moins compétente qui va prendre le plus de temps pour parler, donc excusez-moi. En tout cas, je remercie Madame Anne Coffinier de m'avoir invité à intervenir devant vous. Mais comment honorer cette invitation alors que je n'ai rien à vous apprendre que vous ne sachiez déjà mieux que moi? Je voudrais simplement essayer de réfléchir un instant à la question la plus simple qui vient à l'esprit lorsque le mot éducation est prononcé. Comment se fait-il que rien ne semble pouvoir arrêter ni même ralentir la dégradation générale qui affecte l'institution éducative depuis tant d'années? Un signe révélateur parmi mille de cette dégradation fut pour moi une revendication portée avec vigueur par un syndicat étudiant dans un grand établissement, ce terme officiel, que je connais bien. Dénonçant le pouvoir exorbitant que les enseignants tiraient de leurs compétences et qui pouvait aller jusqu'à leur interdire le passage au niveau supérieur, ces étudiants réclamaient pour tous les étudiants en Master 1 une note minimum de 16, puisque seule cette mention très bien garantissait à tous le passage au niveau supérieur dans les mêmes conditions. Notons bien que les protestataires ne contestaient pas la compétence de leurs professeurs, ils leur reprochent d'y puiser le droit de déterminer le destin universitaire des étudiants. Je voudrais réfléchir à cette revendication en écartant la tentation de hausser les épaules. Qu'est-ce qu'ignorent ces étudiants? Ils ignorent, me semble-t-il, d'abord que étudiants et enseignants sont également soumis au temps, qu'étudiants aujourd'hui comme enseignants hier ont besoin ou ont eu besoin de temps pour acquérir la compétence et donc les diplômes désirés. Ils ignorent donc que l'éducation consiste d'abord en un effort dans le temps qui réclame donc les vertus permettant à l'être humain de faire face à sa condition temporelle, à d'abord la patience et la confiance. L'éducation est une action commune qui se déroule dans le temps et demande patience, confiance et aussi une certaine acceptation du risque. Cette action commune est partagée par les enseignants, les étudiants et les parents qui ont tous besoin de ces vertus ou de ces dispositions selon à chaque fois des modalités évidemment spécifiques. Cette action commune dans le temps, avec ses présupposés psychiques ou moraux, est ou était en principe très largement acceptée par le corps social, car elle est un aspect central d'une autre action commune dans le temps, qui est plus vaste, puisqu'elle est l'action de la communauté des citoyens, l'action civique, qui elle aussi réclame patience, confiance et une certaine acceptation du risque. Le lien entre ces deux actions communes, l'éducation publique d'un côté, l'action civique de l'autre, se concrétise et s'illustre, ou s'illustrait, dans la centralité de la langue, française en l'occurrence, et de l'histoire nationale, de France en l'occurrence, pour l'école comme pour la cité. Imaginons maintenant que le ressort de cette double action soit cassé, pour une raison ou pour une autre, que cet effort commun dans le temps ait perdu son ressort. L'ensemble tend alors à se décomposer. Et chaque partie prenante, élèves, parents, enseignants, cherche son avantage alors. Non pas parce qu'ils sont devenus paresseux ou égoïstes, mais parce que la confiance dans l'effort patient étant affaiblie, ils sont incités à chercher leur avantage tel qu'il apparaît à l'instant T. Voyez le cas révélateur du redoublement depuis quelques décennies. Le redoublement était le remède éducatif qui résume ce que j'appelle l'effort dans le temps, puisqu'il réclame patience, confiance et une certaine acceptation du risque. Et il le réclame de ces trois parties prenantes que sont les élèves ou les étudiants, les parents, les enseignants. Et donc rien d'étonnant à ce qu'une fois le ressort cassé, le redoublement soit la victime désignée de la pression des parties prenantes, et que l'on réclame pour l'élève d'avoir sur le champ, c'est-à-dire sans redoubler, ce que le redoublement reportait au terme d'un effort qui était aussi un pari.
Un effort qui était aussi un pari et qu'aujourd'hui plus personne ne veut faire, ni l'élève, ni les parents, ni les enseignants. Un aspect plus fondamental encore du rôle du temps, ou ce que j'appelle un peu emphatiquement la tension sur le vecteur temps, dans l'éducation, réside dans la progressivité de l'enseignement. À chaque année d'enseignement, à chaque niveau, devrait correspondre une certaine matière d'enseignement, une certaine manière d'enseigner. Une partie essentielle de l'art d'éduquer ou d'instruire réside dans l'art d'ordonner la progressivité de l'enseignement, de déterminer le contenu de chaque étape ou niveau et la bonne distance d'un niveau à l'autre, la hauteur de la marche. C'est là l'escalier magique de l'éducation, dont le seul appui est cette tension, cet effort dans le temps dont je parle. Ici, d'ailleurs, je parle non pas en tant qu'enseignant, mais je voudrais parler un instant en tant que père et grand-père d'enseigner. Eh bien, selon mes observations, cet escalier magique que la tension ne porte plus s'est, si j'ose dire, effondré. Les marches sont tombées les unes sur les autres et il devient de plus en plus difficile de savoir sur quelle marche de l'escalier éducatif on se trouve désormais. Comme on a renoncé largement à l'ordre progressif de l'enseignement, on ne s'attache pas suffisamment à ce qui est propre ou devait être propre à chaque niveau, mais on se hâte vers le niveau supérieur sans avoir assuré le niveau inférieur. Ou encore, comme on est moins attentif à la place relative de chaque niveau, on a tendance à enseigner chaque matière sous une forme empruntée au niveau supérieur. Exemple, tandis que la langue française, jadis ou naguère, formait le tissu commun des manuels avec leurs difficultés croissantes, mais toujours dans la même langue, aujourd'hui, au collège, les manuels de sciences de la Terre, par exemple, sont écrits, je ne sais pas dans quelle langue, en tout cas, dans un langage technique emprunté à un niveau très supérieur à celui des élèves de collège. Ainsi, alors même que l'on dévalue officiellement l'importance du niveau des élèves, on flatte les enseignants en les invitant à enseigner leur discipline dans un langage technique dont le moins que l'on puisse dire est qu'il ne facilite pas l'apprentissage. La dégradation de la progressivité pour les élèves s'accompagne d'un surclassement continuel des enseignants, pour emprunter le langage du transport aérien. D'un côté, on interdit aux enseignants d'enseigner l'orthographe, ou ils négligent de le faire. De l'autre, on leur demande d'enseigner les figures de rhétorique, dont la plupart étaient ignorées naguère des agrégés de lettres les mieux classés au concours. L'enseignement du français n'étant plus ordonné par et tendu vers la préparation de la rédaction, qu'il s'agit d'une narration, d'une dissertation, la plupart des étudiants aujourd'hui, même parmi les meilleurs, je le souligne, même parmi les meilleurs, souffrent d'une incapacité désolante à s'exprimer clairement. En même temps que le principe progressif n'exerce plus son pouvoir ordonnateur, l'ordre chronologique a été largement abandonné dans les matières de l'enseignement où il était jadis si important, la littérature française, bien sûr, et l'histoire de France, bien sûr. Ainsi, ce que l'on enseigne, comme la manière dont on l'enseigne, tout incite les élèves à vivre dans une sorte de présent perpétuel, ce qui est la condition la plus démoralisante que l'on puisse imaginer. Le présent perpétuel est évidemment exposé à la morsure du présent actuel sous la forme de ce que j'appellerais les dernières nouvelles du progrès. Puisqu'on a laissé s'étioler l'effort dans le temps, que l'on ne se soucie plus de distinguer et de lier les temps, les périodes, les époques, l'histoire des régimes, l'histoire littéraire, l'élève est passivement exposé à l'autorité exorbitante du présent immédiat, tout le passé et tous les passés n'étant plus que matière vile qu'il est urgent de répudier. L'abandon de la progressivité de l'enseignement et le vertige du progressisme sociétal se nourrissent l'un l'autre. Alors que faire ?
surtout pas la Révolution, même conservatrice. C'est un métabolisme très subtil qui a été atteint et il réclame un traitement plein de délicatesse. Tout bon enseignant, du public comme du privé, essaie spontanément d'élaborer, de mettre en œuvre ce traitement dans le cadre de sa classe. Je crois que ça a été dit. Nous savons tous que les enseignants du public, comme ceux du privé, comme ceux des privés, en quelque sorte, font preuve en général, dans des circonstances différentes, d'un même scrupule, d'un même zèle. Mais c'est probablement dans l'enseignement privé ou dans les enseignements privés que cet effort pourrait être développé avec le plus d'ampleur et de continuité, de liberté aussi. Je le résume dans ces termes, donc, retrouver le vecteur temps, l'effort dans le temps, l'attention vers un certain perfectionnement. Prendre au sérieux l'éducation civique en son sens le plus impartial. Quand règne la maxime « mon désir est mon droit », alors nous sommes parvenus ou encalminés au degré zéro de l'intelligence sociale. Parce que cette maxime, mon désir est mon droit, cette maxime installe chacun dans ce présent perpétuel, où chacun réclame de tous qu'ils viennent approuver ce qu'il est déjà ou prétend être déjà. Ainsi, chacun s'interdit-il, par principe de justice, d'envisager ce perfectionnement qu'en réalité, il ne peut s'empêcher lui-même de désirer. Donc je crois qu'il serait judicieux de redonner un peu de vigueur à l'idée d'un parcours progressif, d'une compréhension ordonnée et croissante des notions organisatrices du monde humain. Ces notions positives, qui au lieu d'interdire tout mouvement vers un mieux, comme le fait la revendication contemporaine du droit illimité de l'individu, ces notions que j'appelle positives ouvrent le domaine des possibles, des tendances, des finalités, des inclinations qui dirigent l'être humain vers les objets de son action et de sa connaissance. Ces notions dont je parle, ce sont les notions mères de ce que j'appellerais commodément la grande tradition politique et morale de l'Europe, que le christianisme a reçue, complétée et consacrée, et qui porte une description ample et fine, encourageante et motivante du monde humain. J'arrive au terme de mon bref propos et je me risque donc à formuler une proposition qui me tient à cœur et que j'ai déjà proposée à plusieurs reprises à Maître Hurstet. Je ne sais pas s'il est là ou s'il est déjà parti, mais il m'a déjà entendu dire cela. Donc, voilà en quoi elle consiste. Il me semble que dans l'atonie, la sorte de prostration qui plombe notre vie commune, ce serait une entreprise digne d'efforts soutenus et partagée le plus largement possible que de mettre en place, dans quelques établissements destinés à devenir de plus en plus nombreux, ce que j'appellerais un parcours de formation aux notions principales de la vie politique, sociale et morale. Un parcours réparti et modulé sur 3 ans, par exemple de la seconde à la terminale, cela semble le plus pertinent. Ce sont ces notions mères qui chacune porte à la fois une promesse d'éclaircissement ou d'éclairement théorique et aussi de perfectionnement pratique, de perfectionnement civique. Quelles notions? Je n'ai rien inventé, ce sont les plus élémentaires, par exemple sociabilité, citoyenneté, personne, dignité, conscience et pourquoi pas aussi vie. Ce sont des notions qui, je l'ai dit, appartiennent d'abord à la philosophie ancienne, la philosophie classique, la philosophie grecque et romaine, et ainsi elles s'adresseraient naturellement à tous, la laïcité serait intacte, mais aussi, comme elles ont été reçues et retravaillées en terre chrétienne, sans être cependant le moins du monde confessionnel, elles pourraient nourrir une contribution spécifique de l'enseignement privé, en particulier catholique. Un enseignement catholique qui ferait ainsi
l'offrande à ses élèves d'une raison, je dirais, plus ample et plus généreuse que celle qui est disponible ailleurs aujourd'hui. Je crois que cette entreprise, si elle est ardue, mériterait au moins d'être envisagée. C'est ce que je vous propose. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. On n'a pas beaucoup parlé ce matin de la formation des maîtres. Et est-ce que vous pensez, dans le même esprit de ce que vous venez de proposer pour nos lycéens, est-ce qu'on ne pourrait pas repenser la formation des maîtres, notamment dans le sous-contrat, parce que avec l'ILFM, Madame Coffinier a fait quelque chose de très beau pour une partie de hors contrat. Mais pour moi, je pense que voilà, c'est quelque chose qui serait bon. Est-ce que vous auriez des idées sur cette question ? Toutes les idées sont là, elles sont disponibles, tout le monde a les mêmes d'une certaine façon. J'ai employé des termes tension, effort, non pas par tempérament disciplinaire, mais parce que c'est l'expérience partagée, y compris d'abord des élèves de collège et lycée. Mon expérience de père et de grand-père ne concerne que l'enseignement public. Donc, mais je vois ce dont souffrent les élèves, c'est de leur part un manque d'exigence pour eux-mêmes, mais aussi le sentiment que l'institution ne leur réclame pas assez, que l'institution est indifférente. Donc, lorsque l'on dit à l'élève de 3e ou de 4e, comment peux-tu écrire si mal, comment as-tu pu laisser tant de fautes d'orthographe sur ton petit devoir, qui vous répond, mais de toute façon, le prof s'en fout. Et je ne dis pas que le prof qui s'en fout est responsable, ou même je ne soutiens pas que le prof s'en moque réellement, simplement l'habitude est prise à tous les niveaux d'abandonner ces efforts qui sont la condition des autres, n'est-ce pas? Parce qu'il est certain qu'au départ, on peut avoir des raisons tout à fait pertinentes de dire n'insistons pas trop sur l'orthographe, ne décourageons pas des élèves qui auraient d'autres qualités, essayons d'être... Mais on sait bien que ce qui s'est passé, c'est que à force d'être indifférent à l'orthographe, ensuite les copies d'agrégation sont presque aussi pleines de fautes d'orthographe que les copies d'anciennement certificats d'études, et donc plus personne alors ne sait plus écrire ni rédiger. Donc là, c'est pour ça que je parlais d'un métabolisme subtil à rétablir, parce que, encore une fois, monter le niveau, redonner le sens de l'effort, instruire dans le... inviter à se perfectionner, tout le monde sera d'accord sur le principe, mais qu'est-ce qui actionne, n'est-ce pas, qu'est-ce qui peut actionner ce retour à l'effort? Et c'est pour cela que je mettais l'accent sur les niveaux, parce que je crois vraiment c'est ça qui peut donner à l'élève le sentiment de progresser et l'envie de progresser. Sentir que quand il passe d'une classe à l'autre, il monte en grade. Il monte en grade. Or, aujourd'hui, tous les manuels, je veux dire, sans me vanter, beaucoup de manuels de classe de lycée, je n'y comprends rien. Des manuels de 4e m'ont semblé écrits dans un langage, dans un langage technique destiné à la faculté des sciences. Donc les élèves sont dans une sorte, quel que soit leur niveau, en quelque sorte, ils ne savent pas bien où ils sont, parce que c'est un peu toujours le même. Il n'y a jamais un stade qui est franchi, parce que on n'a plus fait l'effort à chaque niveau de s'acquitter du minimum vital pour pouvoir passer au niveau supérieur. Donc, je pense que on peut dire c'est très simpliste de dire rétablir l'escalier, les marches de l'escalier. Mais je pense que si l'on veut redonner le sentiment de progresser, et donc l'envie de progresser davantage et l'exigence de progresser, c'est quelque chose qui serait très important.